Chaque époque amène son lot de défis, toujours plus complexes à relever. Nous sommes nombreux à agir pour améliorer notre avenir et celui de nos collectivités. Et il est indéniable que nous parviendrons à les surmonter que si des personnes s'engagent à y travailler ensemble. En étudiant plusieurs initiatives de changement local, régional et national sur la réduction de la dépendance au pétrole, les saines habitudes de vie et la réduction de la pauvreté, le chantier sur les conditions favorables initié par Communagir a identifié 8 conditions qui contribuent à la réussite d'initiatives collectives, telles que l'adoption d'une vision commune, le partage du leadership et l'évaluation en continu. Parmi celles-ci, l'engagement est apparu comme une condition fondamentale. Cette présentation approfondit nos apprentissages sur ce qui facilite l'engagement des personnes et des organisations dans une démarche de changement collectif. Elle en identifie également les prérequis. Un guide pratique qui explore plus en détail l'ensemble des notions que nous aborderons est aussi disponible. Nos travaux nous permettent de tirer 3 apprentissages. Pour susciter l'engagement, il faut comprendre le changement visé, savoir composer avec la diversité des acteurs impliqués, connaître les pratiques qui aident à construire l'engagement, ainsi que les pièges à éviter. Comprendre le changement visé permet de mobiliser plus facilement les personnes concernées et de mieux situer son action face à d'autres initiatives. Comme nous le verrons, cela permet également de mieux choisir les stratégies à mettre de l'avant. Une compréhension claire du changement implique 3 opérations. Préciser la nature et les dimensions du changement souhaité, définir les cibles spécifiques sur lesquelles on veut travailler et choisir les stratégies d'action. Pour préciser la nature du changement souhaité, il faut nommer l'enjeu sur lequel nous désirons agir. Cette première étape orientera toutes les autres. Un changement est nécessairement multidimensionnel. Nous proposons 4 dimensions organisées en 4 cadrans. Le cadran en haut à droite révèle les aspects plus individuels et observables d'un changement. Prenons un exemple. Imaginons que l'on souhaite que les gens adoptent de plus saines habitudes de vie. Il est possible d'agir pour influencer les comportements individuels ou les choix de vie. Le cadran en bas à droite montre qu'on peut également agir sur les systèmes et les structures qui encadrent notre vie collective. On parle par exemple de changements au niveau des règlements et des lois, comme celles qui régissent la production d'aliments, des systèmes de distribution qui donnent accès à des choix santé, ou encore des infrastructures qui favorisent le transport actif. Le cadran en haut à gauche met en évidence les aspects individuels et moins visibles d'un changement, comme les valeurs, les croyances ou l'éthique de vie. Finalement, dans le cadran en bas à gauche, nous retrouvons à nouveau des aspects intérieurs, mais d'un niveau collectif. Nous pourrions penser à la valorisation de l'activité physique et de certains choix alimentaires. 2 exemples de normes sociales et de pratiques populaires véhiculées dans notre société. À partir d'ici, on peut plus facilement identifier si d'autres acteurs travaillent sur des initiatives de même nature. Il devient alors intéressant d'explorer les complémentarités possibles entre notre action et celle d'autres groupes ou personnes, de manière à ce que les démarches se soutiennent mutuellement et que leurs effets puissent se combiner. Une fois que sont identifiées les différentes dimensions sur lesquelles on souhaite travailler, il faut bien préciser notre cible. Chacune des 4 dimensions présentées peut aider à déterminer des cibles plus spécifiques à atteindre. On ne pourra probablement pas travailler toutes les cibles pertinentes en même temps, et il importe de faire des choix. Par exemple, si on cherche à réduire la pauvreté, il s'agit d'un objectif de changement très large, avec de nombreuses cibles potentielles. Imaginons que parmi celles-ci, notre cible est de faire plus de place aux personnes en situation de pauvreté dans les décisions qui les concernent. On pourrait agir au niveau des pratiques et des activités pour mieux les intégrer. Dans une autre perspective, comme ce n'est pas toujours évident d'imaginer les personnes en situation de pauvreté comme des partenaires dans l'action, on pourrait décider d'agir sur leurs attitudes ainsi que celles des intervenants. Finalement, on pourrait cibler les structures et leur gouvernance et attribuer aux personnes en situation de pauvreté
un rôle dans la prise de décision. On le constate clairement, chaque cadran nous amène vers des cibles complémentaires qui s'influencent entre elles. Il est donc important de bien les préciser car chacune peut exiger des stratégies d'action différentes. Avec une idée claire de la nature du changement souhaité, des dimensions sur lesquelles mettre l'accent et une cible bien définie, il devient plus facile de choisir quelles stratégies seront efficaces. Une stratégie oriente le choix des actions et la manière de s'y prendre pour atteindre notre but. Il existe un éventail de stratégies utiles aux démarches de développement collectif et nous en avons identifié ici une dizaine. Imaginons qu'on souhaite que le gouvernement du Québec modifie sa politique énergétique et adopte des lois plus favorables à l'utilisation d'énergie verte. Quelle est la meilleure stratégie à mettre de l'avant? On pourrait privilégier une stratégie de lobby d'influence sur les décideurs, une stratégie d'action concertée entre différentes organisations pour favoriser l'utilisation d'énergie verte, ou encore une stratégie de marketing social en vue d'influencer l'opinion publique. Notre choix sera guidé par notre connaissance du contexte et des personnes à impliquer. Notre deuxième apprentissage se résume ainsi. Il faut savoir composer avec une diversité de personnes, d'approches et de besoins. Mener un changement collectif requiert l'engagement d'une variété d'acteurs. On doit se demander qui sont les personnes ou les organisations à engager, quelle peut être leur contribution, comment leur engagement peut-il se construire, quelles conditions permettront à leur engagement de prendre forme. En d'autres termes, il est important de bien définir le qui. Quelles seront les parties prenantes de notre démarche de changement? À la base, ce sont des individus qui s'engagent, qu'ils soient des citoyens, des élus, des ministres, des fonctionnaires, des intervenants ou des gens d'affaires. Mais au-delà des personnes, il faut éventuellement susciter l'engagement d'organisations qui ont un rôle dans le changement visé. Municipalités, organismes communautaires, ministères, entreprises privées et institutions publiques. Ceci est vrai qu'on agisse au niveau local, régional, national ou même international. L'engagement se traduit par différents types de contributions. Que ce soit des individus ou des organisations, les parties prenantes pourront contribuer par leur expérience et leur expertise, leurs compétences, des ressources humaines, matérielles ou financières, leur pouvoir d'exercer une influence ou de prendre des décisions favorables, ou tout simplement par leur présence et leur temps. Les formes que peut prendre l'engagement sont donc multiples. Un engagement est rarement l'affaire d'un instant, mais plutôt un processus vivant, alimenté par les défis, les obstacles et les réussites. Par exemple, une simple participation à des rencontres ou des événements peut évoluer vers un engagement plus soutenu. Un investissement plus grand en temps, en ressources ou une prise de position publique plus forte. La construction de l'engagement est différente lorsqu'on interpelle un citoyen, un élu municipal, un organisme communautaire ou une institution publique. Il faut prendre en considération les éléments qui facilitent ou freinent l'engagement des acteurs, selon leurs fonctions et leur réalité. Notre troisième apprentissage nous permet d'identifier 9 facteurs qui favorisent l'engagement et aident à le maintenir dans le temps. Ils sont ici brièvement présentés et n'apparaissent pas en ordre d'importance. Un premier facteur porte sur la forme et le fonctionnement des structures qui réunissent les acteurs. Comment organise-t-on le travail pour que les gens se sentent partie prenante? Quel pouvoir donner aux citoyens, aux intervenants? Sont-ils consultés ou participent-ils à prendre les décisions? Doit-on créer une nouvelle structure ou partir d'une structure existante? Un deuxième facteur est de savoir composer avec les forces en présence. Il y a souvent des personnes et des organisations déjà mobilisées qui visent le même changement que nous. On risque qu'elles se désinvestissent si on ne reconnaît pas leur implication, ou pire, si on démarre une initiative en parallèle. Certains processus et activités contribuent à construire l'engagement. L'analyse collective d'une situation ou la création d'une vision commune, par exemple. Quels sont les plus adaptés en fonction de ce qu'on veut faire?
Il peut être nécessaire d'investir dans des activités participatives et interactives avec tous les acteurs, notamment lorsqu'il n'y a pas de vision partagée de ce qui est à réaliser ensemble. Un autre facteur très important est celui des communications. Comment communiquer avec les différents acteurs? Quoi communiquer? Comment composer avec ceux qui contrôlent certaines informations ou font de la désinformation sur la situation qui nous préoccupe? Donner l'heure juste sur un problème ou trouver les bons mots pour parler de notre initiative et évoquer son importance peut faire une différence sur l'engagement. Les relations externes affectent également l'engagement. D'autres acteurs visant le même changement que nous expriment parfois des positions qui diffèrent des nôtres. Ils posent des gestes qui ont un impact sur nous. Il faut rester vigilant, s'adapter et réagir aux situations inconfortables qui pourraient démobiliser. Le leadership est aussi un facteur fondamental pour susciter l'engagement et le maintenir. Quel type de leadership est le plus approprié? Voulons-nous réunir des acteurs déjà engagés ou débutons-nous à partir de zéro? Avons-nous besoin d'une personnalité connue et rassembleuse? Différentes formes de leadership peuvent être encouragées au cours d'une initiative. Le financement joue bien sûr un rôle crucial qui peut contribuer ou nuire à l'engagement. Par exemple, quand les priorités gouvernementales changent, ainsi que les ressources financières disponibles, ceci peut perturber la mise en œuvre des démarches collectives. Une perte de financement et de personnes ressources clés peut engendrer un essoufflement et une démobilisation. Le respect des particularités territoriales est aussi un élément très important. Il est rarement possible d'appliquer la même recette partout. L'histoire d'un territoire, sa géographie et les défis sociaux et économiques rencontrés influencent nécessairement ce qui est important pour les membres d'une collectivité. Finalement, il est nécessaire de tenir compte des différentes motivations et particularités des acteurs et de savoir composer avec celles-ci. Même si au fil du temps on trouve des terrains communs, des différences demeurent toujours et il faut savoir naviguer dans cette réalité. En conclusion, concrétiser un changement est un processus complexe qui demande de constantes adaptations. L'engagement est un moteur qui alimente l'action collective, permet de faire face aux imprévus et met à profit les ressources de chacun. Pour aller plus loin, les membres du chantier sur les conditions favorables au développement collectif de Communagir vous invitent à consulter le guide qu'ils ont produit. Vous y trouverez des pistes à explorer, des pièges à éviter et des questionnements qui, nous l'espérons, vous aideront à construire des démarches collectives au sein desquelles se retrouveront des personnes et des organisations pleinement engagées.